Bienvenue à toutes et à tous au Forum 1557, organisé par le Syndicat industriel des travailleurs et travailleuses de Montréal. Et dans le fond, le 1557, c'est pour 15 de l'heure, 5 semaines de vacances par année, puis 7 jours de maladie. Ce forum va proposer un panel où plusieurs personnes présenteront les différentes facettes de cette lutte, soit l'aspect économique, le vécu des travailleurs et travailleuses au salaire minimum, une analyse féministe, ainsi que l'expérience de lutte aux États-Unis. Pour l'instant, ce panéliste-là est pris à la frontière, mais on espère qu'il va avoir la chance d'arriver. Donc, sans plus attendre, je vous présente les panélistes qui interviennent ce soir. On va commencer avec Kim Bouchard du mouvement Action Chômage. Bonjour Kim. Par la suite, on laissera la parole à Jacques Fontaine du syndicat des employés de la Société du Vieux-Port, qui se fera souffler les réponses par Alexandre également. Ensuite, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et immigrantes, sous la personne de Moukala Kaseka. Il y aura une personne de l'IRIS, Mine Nguyen. Et puis, on attend toujours une personne qui est pour l'instant coincée à la frontière, Daniel Krupp, du groupe 15 No, qui a mené et gagné certaines campagnes pour le 15 de l'heure aux États-Unis. Et on terminera avec une personne du IWW Montréal, en la personne de Morgane. Bonsoir, je m'appelle Jacques Fontaine, je suis ici avec mon collègue Alexandre Lévesque. Nous sommes du syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal, local 10333, affilié à l'Alliance de la fonction publique du Canada. On se demanderait peut-être pourquoi il y a déjà syndiqués ici ce soir. Mon Dieu, ils doivent gagner bien au-dessus de 15 de l'heure, surtout s'ils sont fonctionnaires sur une terre fédérale. Je suis là, on est là pour vous annoncer que malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Juste pour clarifier, le Vieux-Port de Montréal, c'est juste à l'ouest du port officiel où on décharge des marchandises. Tout ça, c'est un endroit récréo-touristique. Donc, où il y a le Centre des sciences de Montréal, il y a toutes sortes d'attractions touristiques, le cinéma IMAX, etc. Nous sommes 250 employés l'hiver, 300 l'été à travailler casse-croûte, entretien ménager, horticulture, organisation d'événements divers. Donc, évidemment, être syndiqué, ce n'est pas une panacée parce que chez nous, 43% des employés gagnent moins de 15 de l'heure. Selon le calcul de l'IRUS, l'étude publiée l'an dernier, il faut une personne habitant seule à Montréal un minimum de 15,38 $ pour vivre décemment, c'est-à-dire pouvoir élever une famille et pouvoir entrevoir la possibilité d'accéder à un meilleur statut socio-économique. Donc, si on considère le seuil de 15,38 $ établi par l'IRUS en 2015, donc nous sommes 47% de nos employés qui sont au-dessous de ce seuil-là. Notre convention collective va se terminer en mars de cette année. Donc, nous embarquons en négociation. On était naturellement, à ce point-ci, à la recherche d'alliés pour justement apporter cette cause-là de nos travailleurs. On a un intérêt direct, matériel, d'améliorer notre sort. En recherchant des alliés, au cours de l'automne, nous avons découvert les travailleurs précaires. Aussi, j'ai discuté avec certains camarades du syndicat des travailleurs industriels, bien sûr, et aussi nos camarades de l'Alternative socialiste à l'UQAM, avec qui nous avons collaboré pour la fondation de la coalition 15+, la campagne 15+, qui a été lancée à l'automne. Donc, c'est un de nos alliés principaux, eux, et puis en fait, on milite avec eux depuis l'automne. Quelles ont été nos stratégies? C'est vraiment ça le plus important, c'est ça que je suis venu partager avec vous ce soir, parce que si nous voulons créer une masse critique de changement, on doit partager nos stratégies de succès entre nous et collaborer, évidemment. Chez nous, ce qu'on a fait d'abord à l'automne, on a lancé la pétition pour le salaire à 15 de l'heure minimum. C'est une pétition de la campagne 15+, qu'on peut en fait retrouver sur leur site web. Donc, nous, on l'a pris et on n'a pas juste demandé à nos membres de les signer sur Internet, on est allé les voir, les représentants syndicaux, on s'est mis d'accord qu'on allait lancer ça, puis si on allait avoir une bonne réponse dans la pétition, on allait peut-être entrevoir la possibilité de proposer ça comme enjeu de négociation, comme je vous ai dit, on est en négociation de notre convention. Donc, en fait, j'ai été surpris de la réponse qu'on a eue à cette pétition-là. On ne s'attendait pas à grand-chose initialement. En lançant la pétition, on a aussi publié et distribué divers tracts et brochures
éducative parce qu'on avait, évidemment, on s'est rendu compte au début que les gens ne sont pas au courant de ce que c'est cette campagne 15 $ de l'heure. Ici, on dirait au Québec, les gens ont été coupés des médias américains pour la plupart. Ils n'ont pas idée de tout ça. Donc, dans les brochures, on s'est mis à expliquer. D'abord, ça a été un argument important pour nous. Quand on sortait cette idée-là de 15 $ de l'heure à nos travailleurs, les gens disaient, ben, vous êtes fous. Ils sortaient le discours de l'austérité, ben, on va tout se faire éclairer, l'employeur ne peut pas nous payer ça. Moi, je suis qui pour demander ça, exiger ça, c'est pas ma place. Donc, on voit l'internalisation de la domination qu'on voit beaucoup dans le système actuel. Donc, il a fallu les réveiller, sonner les gens un peu pour qu'ils sortent de ça. Et puis, l'idée d'un précédent aux États-Unis, que ça s'est fait ailleurs, à Seattle, à New York, etc., ça a vraiment ouvert les yeux aux gens. On a produit une brochure qui a montré une ligne du temps où les gains ont été faits pour 15 $ de l'heure à travers l'Amérique du Nord. On a aussi, à un moment, essayé de faire l'argument moral, comme Martin Luther King disait, « The time is always right to do what is right » auprès des gens. Cependant, on s'est rendu compte que ça n'a vraiment pas été chercher les gens. On a laissé tomber l'argument moral assez rapidement au profit de l'argument du précédent historique et aussi un autre argument ici qu'on a apporté, c'est de l'interdépendance. En expliquant à nos membres que ceux qui gagnent plus de 15 $ de l'heure, s'ils veulent maintenir et avancer leurs acquis, qu'ils doivent supporter ceux au bas de l'échelle. On leur demande à vous, quand vous allez vouloir protéger vos REER, votre pension, quand vous allez vouloir une augmentation salariale, pensez-vous que ceux au bas de l'échelle, les 43 % chez nous vont vous appuyer quand vous demandez ça, si vous ne les aidez pas maintenant dans leur situation? On les laissait réfléchir là-dessus, puis on a vu que la réponse était non. Ils se sont éveillés, ils ont vu qu'ils devaient appuyer le bas de l'échelle si eux-mêmes voulaient maintenir leurs acquis. Ce qui me mène au résultat de notre pétition. Sur nos environ 250 travailleurs, on n'a pas pu rejoindre tout le monde, mais je dis qu'on aurait rejoint environ 80 % des travailleurs ont eu l'occasion de signer la pétition une fois ou plus. Sur ces 109, on a eu 109 signataires de la pétition sur 250. Et quand j'ai fait les statistiques de ça, j'étais surpris de voir que, bien qu'il y a 43 % d'employés qui gagnent moins de 15 $ de l'heure, ces gens-ci représentaient seulement 36 % des signataires. Donc, on passerait en masse, les gens qui auraient signé la pétition seraient les gens qui gagnent moins de 15 $ de l'heure et qui veulent avancer leur propre intérêt. Il me semble que ce serait naturel. Mais on voit qu'il y a une telle internalisation de la domination qui était proportionnellement, ils ont signé la pétition proportionnellement à un moins grand nombre. Donc, ce qui a permis le succès de cette pétition-là, c'était les gens gagnant plus de 15 $ de l'heure qui, en solidarité avec leurs collègues, solidarité altruiste, solidarité intéressée, je l'ignore, mais du moins par une solidarité quelconque, ont signé la pétition pour aider leurs collègues à monter au-dessus de ce seuil de 15 $ de l'heure-là. Donc, c'est ça, je voulais juste partager avec vous les arguments qui ont bien fonctionné pour nous. L'argument d'interdépendance entre les hauts et les bas salariés. Aussi l'argument du précédent américain, aussi en Alberta, bien sûr. Enfin, il y avait un dernier petit point. Les publications scientifiques nous ont aidé à aller chercher une certaine proportion de nos travailleurs aussi. Par exemple, l'étude de l'IRIS en 2015. Il y a aussi des études du Centre canadien pour les politiques alternatives qui discréditent complètement l'argument néolibéral selon lequel il y a une baisse importante dans le nombre d'emplois lorsqu'il y a une hausse du salaire minimum. Ça a l'air que la corrélation est vraiment, vraiment faible lorsqu'elle a lieu. En fait, ça dépend de facteurs macroéconomiques beaucoup plus grands que ça, comme la croissance du PIB. Le salaire minimum ne joue pas en général, selon les études. Et puis, en fait, ça me fait un plaisir de partager les références avec vous après ceci, si vous voulez. Donc, c'est ça, à la base, je suis là ce soir, ici avec vous pour ouvrir la porte à la collaboration. Évidemment, chez nous, on a connu un certain succès avec cette campagne-ci. On va voir où ça va mener. On va voir si on va pouvoir vraiment gagner un enjeu, gagner ça dans nos négociations, monter un peu nos 43 % de nos travailleurs qui gagnent moins de 15 $ au-dessus de ce seuil-là.
Nous collaborons déjà avec la campagne 15plus.org et nous voulons collaborer bien sûr avec cette campagne de 1577 qui va dans la même direction, bien sûr. Merci.